Bonjour, je suis Pierre Gromada, directeur ACE France et Luxembourg de Technology Solutions. Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte aux talents de la tech. Bienvenue à Chasseurs de Tech, le podcast de ACE dédié aux tendances actuelles du marché de la tech. Aujourd'hui, comment adapter sa stratégie RH à un public si difficile à recruter ? Je suis Ndeye, chargée de contenu chez ACE et aujourd'hui, Romain Aimez, en charge des recrutements IT Europe et Asie pour Shift Technology, va répondre à nos questions, accompagné de Pierre Gromada, notre directeur France et Luxembourg des activités tech pour ACE. Bonjour Romain, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, ACE a sorti une étude qui s'appelle Inside Tech Talent, une étude faite dans 20 pays de la zone IMIA, une étude RH qui aborde le sujet de la pénurie de talents dans la tech sous différents angles, comme celui des attentes des employeurs sur le marché, ainsi que des attentes des candidats. Cette étude, elle met en exergue la priorité des comités de direction qui restent à ce jour avec 43% le développement de leur chiffre d'affaires. Arrive juste derrière avec 25% l'optimisation des process grâce à la technologie et la digitalisation pour 19%, ou encore la rétention des salariés dans la tech pour 18%. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces tendances, messieurs ? Le chiffre d'affaires est bien sûr toujours au cœur du business, c'est toujours une donnée très importante pour nous, mais ça ne peut pas être qu'une question de chiffre d'affaires, qu'une question d'argent. Comme ça ne peut pas être qu'une question de technologie, ça ne peut pas être qu'une question de culture, une question de personnes, c'est une combinaison de tout ça. Quand on est une entreprise à haute croissance, il y a toujours une dimension, une problématique d'équilibre entre chiffre d'affaires, croissance et durabilité. Du coup, c'est plus une combinaison de tous ces facteurs qui sont pour nous aujourd'hui importantes, plus que le chiffre d'affaires lui-même en tant que soi. C'est un ensemble de facteurs. Et Exactement. Pierre, quel est votre avis à ce sujet ? Je suis assez d'accord avec ce que Romain dit et en fait très d'accord avec la deuxième place de la tech dans la tendance qui ressort de ce sondage, à savoir que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, prendre un virage digital si on est en retard, c'est devenu une question de vie ou de mort. Et rattraper son retard pour ceux qui ont déjà commencé, c'est aussi devenu une priorité dans toutes les industries du marché. Donc, je vais clairement dans le sens de ce sondage, alors qui est européen, mais je pense qu'en France, c'est également le reflet du marché français. Donc, non, clairement d'accord. Et aussi d'accord avec la deuxième place de la tech, du coup, dans l'importance stratégique que ça peut avoir pour les comités de direction. Merci. Sur la région France-Benelux, près de 70% des professionnels de la tech se disent satisfaits de leur rémunération, contre un peu plus de 60% pour les autres professionnels de niveau cadre et plus. Romain, tu es chargé donc des recrutements en Europe et en Asie également. Bon, pour la zone Europe, qu'est-ce que tu observes à travers tes conversations avec les candidats du marché ? C'est une question qui est récurrente. Content ou pas content, en fait, les gens ? Content, c'est du cas par cas. Ce qui est sûr, c'est que la question de la rémunération est importante. Je ne travaille pas bénévolement, ça c'est certain. Personne ne le fait, ou en tout cas très peu de personnes. C'est important de payer quelqu'un au bon prix. C'est bien sûr un moyen d'attraction et de rétention. Mais encore une fois, toutes les compagnies, notamment qui sont dans une situation de haute performance, ils ont également une problématique de durabilité. Donc pour moi, la vraie question ici, c'est pas juste à propos de la rémunération, c'est plus est-ce que les employés chez vous, est-ce que les personnes qui travaillent chez vous sont satisfaits de leur position, de leur travail de tous les jours. Et donc là, en plus de la rémunération, qui est une partie de l'image globale, bien sûr, c'est plus, et c'est selon les personnes, est-ce que votre environnement, est-ce que votre culture d'entreprise est adaptée et la bonne ? Certaines personnes que je rencontre récemment, et d'ailleurs ça revient beaucoup, elles sont très intéressées par le produit en lui-même, sur lesquels elles travaillent, par les personnes avec lesquelles elles travaillent, par le contexte international de la société. On est en France, on est à Paris, on sait que beaucoup de sociétés se proclament internationales. Au final, si vous ne parlez pas français, vous allez avoir du mal à vous intégrer. Ce n'est pas le cas chez Shift, par exemple, où l'anglais est la seule langue dont tout le monde parle. On a 200 personnes à Paris, la moitié sont non français. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce qui est sûr, c'est que plus de la moitié du board est non français. Et pourtant, c'est une entreprise française qui a été fondée par des Français. Donc ça aussi, c'est des données qui sont importantes. Du coup, encore une fois, c'est plus un ensemble de facteurs qu'il faut rechercher ici. Chez Shift, on explore 2-3 pistes en ce moment. On vient de mettre en place quelque chose qu'on appelle le Focus Friday. C'est-à-dire que tous les mois, tous les gens dans l'entreprise, donc environ 550 personnes, le vendredi, soit la matinée, soit l'après-midi, sont en Focus Friday. Ils n'ont pas le droit de se mettre des meetings et ils concentrent ce Focus Friday sur
Est-ce qu'il y a une compétence que je veux développer? Est-ce que, dans le cadre de mon métier, l'espagnol est important? Est-ce que je veux apprendre l'espagnol? Ou est-ce que je veux passer une certification Azure? Du coup, je vais me documenter dessus. Et voilà, c'est quelque chose qu'on met en place. Pour l'instant, on en est au 2e vendredi. Les gens apprécient beaucoup ce moment-là où ils peuvent se retrouver, se recentrer sur eux-mêmes. Il y a également une problématique aujourd'hui de flexibilité de travail. Voilà, c'est toutes ces données-là qui sont importantes aujourd'hui. Ces données que tu évoques, en fait, quand on y pense, c'est vraiment de la rétention. C'est faire en sorte que les gens restent dans leur travail. Je pense que c'est une problématique sur laquelle toutes les entreprises sont en train de travailler énormément parce que quand tu me parles de Focus Friday, moi, ce que je vois, c'est de la rétention, c'est de montrer aux gens que voilà, quoi. Un vendredi, on peut comprendre que la réunion de l'après-midi, elle donne envie parfois de ne pas rester, de faire autre chose, quoi. Bien sûr, bien sûr. On s'est toujours posé la question, okay, comment j'attire les gens? Parce que le marché est pénurique, donc comment j'attire les gens? Je ne vais pas être lourd et vous faire une analogie sportive, mais c'est très difficile de gagner une fois, mais le plus compliqué, c'est de rester au top et de garder les gens chez soi. Du coup, il faut savoir être proactif et travailler sur tous ces sujets à la fois. Certains vont réussir, vont aboutir, d'autres vont être moins concluants. Mais oui, la rétention aujourd'hui est bien sûr capitale. Pierre, j'ai envie de te demander, en 2022, 41% des professionnels de la tech n'ont pas eu d'augmentation de salaire et 31% d'entre eux ont eu une augmentation allant jusqu'à 10% de salaire. C'est assez proche, voire moins bien que la tendance générale des autres secteurs. Quel est ton regard sur l'inflation des salaires dans la tech? Effectivement, je pense que c'est assez stable aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une valeur des profils sur le marché dans les métiers, alors notamment dans les métiers opérationnels tels que la programmation, qui est relativement stable. Enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas non-stop faire grimper les salaires, sinon on va se retrouver un jour avec un ingénieur en programmation qui gagne 150K, et ça, je crois que les entreprises ne sont pas prêtes de l'accepter. Et donc, la situation, elle est qu'on a atteint un seuil où on estime, que ce soit les entreprises et les candidats, parce que les candidats nous le disent, qu'ils sont payés à leur juste valeur. Et effectivement, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des candidats qui, souvent, vont chercher des augmentations de salaire en changeant de poste. Et par changement de poste, il y a un peu changement de fonction, souvent, élargissement de scope ou évolution de carrière. Et ça, effectivement, ça se fait pas dans sa propre entreprise, en tout cas trop rarement. Donc sur les salaires, c'est ce que j'observe. Voilà. Je suis d'accord avec ce que Pierre dit. C'est juste compliqué forcément de sortir une tendance où, au final, c'est quand même du cas par cas. Ça dépend de beaucoup de situations des personnes dans l'entreprise, surtout dans la tech où les métiers et les technologies sont hyper variés. Et ça fonctionne beaucoup par cycle. Certains métiers qui aujourd'hui, ou certaines personnes qui vont se plaindre d'avoir juste 10% ou un peu moins d'augmentation, c'est peut-être les mêmes personnes qui, il y a 5-6 ans, sur ces métiers-là, il y avait des gaps de 35-40%. C'est cyclique, ça s'équilibre. Ceux qui ont fait des gros gaps cette année, peut-être qu'ils le feront un peu moins dans les prochaines années. Voilà. Encore une fois, on revient à la question précédente. Et ça, c'est peut-être un conseil pour ceux qui nous écoutent. Posez-vous les bonnes questions si vous soit avez une promotion interne ou vous changez d'entreprise. Qu'est-ce qui vous intéresse à court et moyen terme? Est-ce que c'est juste la rémunération? Dans ces cas-là, d'accord, cherchez juste ça. Ou est-ce que votre environnement de travail aujourd'hui vous convient? Est-ce que c'est adapté à votre équilibre vie privée, vie professionnelle? Est-ce que vous avez le temps d'aller chercher vos enfants à l'école le soir et on vous laisse tranquille? Voilà, c'est tout ça qui, pour moi, est vraiment important. On peut également poser la question au niveau des entreprises, est-ce qu'elles sont au rendez-vous? On voit qu'il y a, au niveau de la progression de carrière, lorsqu'il s'agit d'aborder ce sujet, sur le marché Fra Benelux, 61% des professionnels de la tech ne savent pas ou ne sont pas certains que c'est possible d'évoluer dans leur entreprise actuelle et pensent à changer d'employeur pour faire grandir leur carrière. Pierre, est-ce que vous voyez souvent des candidats qui quittent leur position actuelle pour une promotion que finalement ils auraient pu avoir avec leur employeur actuel? Oui, tous les jours, on en voit, effectivement. Il y a plusieurs tendances qui se dessinent de ça. Pour faire le pont aussi avec la question précédente, je crois que sur le sujet qui était celui des salaires et des changements de poste pour gagner plus, j'ai aussi constaté que dans le monde du conseil, que ce soit celui des ESN ou des sociétés de conseil, il y a aussi une volonté aujourd'hui de la part de tout un tas de consultants qui sont envoyés chez les clients pour travailler en consultance et de pas se faire exploiter. Et donc de voir son salaire tomber à la fin du mois et de constater que la société de conseil, elle prend des marges qui sont à leurs yeux parfois beaucoup trop importantes,
c'est ça qui engendre une frustration et une volonté de gagner plus. Les gens ne se plaignent pas forcément du salaire qu'ils ont à la fin du mois. Ils estiment que lorsqu'ils ont un salaire à la fin du mois qui est de X euros, si la société qui les représente, elle fait 100% de marge, il y a une injustice quelque part. Donc il y a une volonté de justice de la part des candidats là-dessus. Et donc sur le deuxième point qui était finalement de changer d'entreprise pour réussir à gagner plus, oui, parce qu'on ne changera pas une chose, c'est que cette décision, elle reste humaine avant tout, et que faire le pas de parler à son employeur d'un mal-être, quel qu'il soit, que ce soit un mal-être financier, un mal-être humain, qui nous amène à prendre la décision de changer de poste, c'est pas facile. Ça demande un effort, ça demande un peu de courage, et tout le monde n'a pas envie de faire cet effort, d'avoir ce courage, d'avoir cette conversation avec son employeur, de dire « Ok, j'ai des insatisfactions », et j'aimerais qu'on les règle, parce que sinon, je pense que notre histoire va s'arrêter un jour. Et la fuite, ou la politique de l'autruche, elle est parfois plus facile. Et puis finalement, on cherche un autre boulot, on va, à côté de son travail actuel, essayer de voir si l'herbe elle est plus verte, ou de trouver les réponses qu'on cherche. Et puis ça se fait souvent comme ça. Donc on voit ce cas-là tous les jours. Et ce qu'on voit plus que jamais, c'est la réaction des entreprises et des employeurs de ces gens-là, qui aujourd'hui, plus que jamais, essayent de les retenir. Donc on a, aussi bien chez Ace que chez nos clients, on le voit, des formations sur la contre-offre qui se mettent en place pour justement accompagner et aider ces candidats à comment réagir face à une contre-offre, parce que c'est une étape qui aujourd'hui fait partie intégrante du processus de recrutement. Pour toi, Romain, justement, tu dois être confronté à ça. Quelle est ta stratégie ? Dans ce que Pierre vient de dire, parler de rétention, il y a 2 types de rétention. Il y a la rétention dont on parlait juste avant, qui est la rétention proactive, quand quelqu'un est chez vous, quand quelqu'un n'a pas forcément à se plaindre et on veut juste améliorer les conditions de travail, la culture, etc. Donc ça, pour moi, c'est la rétention, ce que je peux appeler positive. La rétention négative, c'est de vouloir les retenir à la fin. Quand la personne a déjà émis les souhaits de vouloir partir, qu'il y a déjà une offre, si la démarche a été faite, d'une, je pense qu'il y a quelque chose de cassé dans la relation, et de 2, c'est pas sain de vouloir les retenir coûte que coûte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de contre-offre, c'est pas ça que je veux dire. Encore une fois, c'est du cas par cas. Dans certaines fois, on le fera parce que le problème est juste été un problème de non-communication, de mauvaise communication, et on peut le régler. Mais la plupart du temps, en fait, je prends l'exemple Shift. C'est une entreprise qui, en moyenne d'âge, est assez jeune. Beaucoup des personnes chez Shift, notamment les data scientists, c'est des personnes qui sont sur leur premier ou deuxième métier de leur carrière. Ils engrangent beaucoup, ils apprennent beaucoup. Et parfois, oui, certains d'entre eux se disent « Ok, il faut que je change de société pour connaître un autre environnement, pour passer un palier ou pour apprendre une technologie différente. » Dans ces cas-là, on leur dit très bien, on les supporte dans leur choix, on les soutient et on leur dit « Allez-y ». Et d'ailleurs, on a des exemples qui sont partis et puis ils reviennent avec un autre bagage. Voilà, faut que ce soit fait en toute intelligence. Et encore une fois, la rétention, il faut pas attendre le dernier moment pour augmenter quelqu'un. Il faut pas attendre le dernier moment pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la culture, l'équilibre de vie professionnelle, de vie privée. Voilà, c'est. Mais réussir, dans ce que dit Romain, il y a une chose qui est très vraie, c'est que, et c'est aussi un conseil qu'on peut donner à tous les RRH ou DRH qui écoutent ce podcast aujourd'hui, c'est que réussir à soigner ses départs, c'est un enjeu RH d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut accepter, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il faut embrasser le turnover, mais en tout cas, il faut l'accepter. Il y a une part du turnover qui est naturelle. On ne peut pas combattre une entreprise qui n'a pas de turnover, c'est pas sain. Donc, il faut l'accepter. Et réussir à soigner ses départs, c'est aussi ouvrir la porte à des retours et à une image de l'entreprise qui va continuer de grandir, qui va continuer d'être positive et de s'améliorer, parce qu'on respecte le choix de ses collaborateurs de partir. Alors, partir pour ne jamais revenir, mais garder une bonne image, c'est génial. Ou parfois partir pour revenir. Et il y a souvent des retours gagnants qui sont faits dans les entreprises aujourd'hui. Les métiers de la tech n'ont cessé d'évoluer, en fait. Et la liste, elle s'allonge chaque année. Chaque année, les métiers possibles pour un étudiant sont de plus en plus vastes. Ça ne sert pas à la pénurie de talent, premièrement. Pour tous les deux, Romain et Pierre, de votre expérience du marché, quels sont les professionnels les plus complexes à recruter en CDI et en freelance en 2023 ? Tous. Votre top 5. Donnez-moi votre top 5. Alors, tous, juste pour... c'est qu'à moitié une blague. Tous dans le sens où, les dernières années, que ce soit à travers le Covid, toute cette situation-là, plus notamment les entreprises de la tech qui ont beaucoup dégraissé, qui ont beaucoup fait partir de personnes,
forcément, dans certains métiers de la tech, on est un peu moins enclin à chercher. Donc ça, c'est sûr. Donc il faut aller un peu plus les chercher nous-mêmes. On fait un sourcing beaucoup plus proactif. Donc tous les métiers sont compliqués. Un top 5, ça dépend encore une fois des technologies que vous utilisez. Je pense que c'est plus par rapport aux technologies d'ailleurs. Moi, je sais que dernièrement... là, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de mal sur des métiers qui paraissent assez simples. Des métiers de dev, par exemple. Que ce soit du full stack ou des front-end hyper spécialisés. Moi, ça fait quelques semaines déjà que je cherche un senior front-end avec des technologies React, TypeScript. C'est très compliqué parce que ça demande à la fois de la seniorité en termes de coaching, de mentoring de personnes et aussi de l'hyper-spécialisation sur une technologie qui est... et donc, forcément, c'est une niche. Donc, ce genre de... Les développeurs en eux-mêmes, on pense que c'est un métier où il y a du volume, mais en fait, c'est très compliqué à trouver parce que c'est souvent une aiguille dans une botte de foin. Donc, le métier de dev en général. Et récemment, on est une entreprise d'intelligence artificielle. Et dans notre roadmap sur les prochains mois, les 2 prochaines années, on a une volonté d'inclure beaucoup de nouvelles technologies ou de technologies qu'on n'utilise pas nous-mêmes dans la data et dans la big data. Et du coup, tous les software engineers qu'on va chercher aujourd'hui, ils doivent avoir un volet, soit data engineering, soit data warehousing, soit data science. Et du coup, c'est des postes qui n'existent pas vraiment encore aujourd'hui. Cet hybride entre dev et data. Et du coup, c'est des profils qu'on doit aller chercher. Il faut être assez créatif. Du coup, ces postes-là sont hyper compliqués également. Donc, mon conseil, c'est si vous êtes un dev, intéressez-vous à du data engineering, du data warehousing, de la data science. Si vous êtes un data scientist ou un data engineer qui a moins de compétences en dev, peut-être aller chercher ces formations-là. Voilà. Et après, le reste, tous les métiers de la cybersécurité, c'est hyper compliqué parce qu'ils sont hyper compartimentés et ça demande généralement beaucoup d'expertise, surtout en France où ce genre de marché n'est pas vraiment mature. Moi, je ne vais pas me lancer dans un top 5 après Romain, parce que sinon, on va y passer la journée. Mais je crois que là où je suis très d'accord avec lui et où je voulais donner aussi un conseil à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que plus qu'une question de métier, aujourd'hui, la pénurie, elle est une question de technologie. Les technologies, elles évoluent très vite, donc on se retrouve à avoir des jeunes formés aujourd'hui dans les écoles aux toutes nouvelles technologies. Mais le marché, lui, il n'avance pas aussi vite que ce que la progression technologique, elle avance elle-même. On n'a qu'à le voir quand on va au salon Vivatech et qu'on voit à quel point l'IA est présent partout sur tous les stands. Et lorsqu'on retourne dans son entreprise ensuite, c'est pas aujourd'hui l'IA qui fait votre travail. Donc les entreprises ont besoin d'un temps d'adaptation au marché, et donc la pénurie, elle se retrouve plutôt sur ces questions technologiques. Et ici, je crois que le meilleur conseil que je peux donner aux DRH qui nous écoutent et aussi aux directeurs des systèmes d'information qui nous écoutent, c'est de travailler main dans la main sur les choix technologiques qu'ils vont faire pour leur entreprise. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui qu'un directeur informatique qui décide seul dans son coin pour des questions de conviction, des choix technologiques qu'il va faire pour l'entreprise, sans forcément s'intéresser à la difficulté de ressources derrière. Parce qu'on peut trouver une technologie merveilleuse et géniale, du coup on la choisit pour l'entreprise, on l'implémente, et puis on se rend compte après coup que, effectivement, les compétences disponibles, elles ne sont pas présentes en France, et il faut aller les chercher, parfois dans un autre pays, parfois même sur un autre continent. Et donc à ce moment-là, on vient de prendre une bonne décision pour son intérêt personnel d'un point de vue technologique, mais on vient de prendre une mauvaise décision pour la gestion des ressources humaines de l'entreprise parce qu'on n'arrive pas à trouver les gens. Donc le mieux à faire s'agissant de la pénurie de talent, c'est de réfléchir ensemble entre les fonctions RH d'une entreprise et les fonctions informatiques pour trouver des compromis qui vont réussir finalement à servir l'intérêt général de l'entreprise. Justement, en Europe, 85% des employeurs, lors de leur recrutement, ils effectuent leurs recherches dans leur propre pays uniquement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Romain ? Tu as beaucoup voyagé et tu sais justement ce que c'est. On en parlait tout à l'heure. Oui, d'un point de vue personnel, j'ai beaucoup voyagé, aussi bien sur le continent européen qu'asiatique. J'ai enfoncé une porte ouverte, mais de toute manière, aujourd'hui, les frontières sont plus les mêmes qu'elles étaient il y a 30, 40 ans. C'est plus simple, on va dire, de relocaliser quelqu'un. Les différences culturelles sont mieux connues, mieux appréhendées. Donc, c'est peut-être plus simple pour quelqu'un de s'adapter. Et en se limitant à des recherches uniquement domestiques, ça va être un exemple précis,
on va également rater tout un pan de cette génération actuelle qui s'est expatriée, et encore une fois, je parle en toute connaissance de cause, et qui souhaite revenir. Moi, si Shift s'était pas intéressé à des personnes qui étaient hors France, par exemple, pour le poste qui est basé à Paris, j'aurais jamais candidaté depuis Hong Kong et je serais jamais revenu. Enfin voilà, donc il faut pas juste se cantonner à un marché. Après, forcément, relocaliser quelqu'un, d'une, ça engage éthiquement et moralement. Vous engagez quelqu'un, vous le relocalisez d'un pays qui est lointain, avec une culture différente, qui a peut-être une famille, et imaginez que ça se passe pas très bien avec cette personne-là, et qu'au bout de quelques mois, vous devez vous en séparer, éthiquement, moralement, c'est lourd. Donc, il faut toujours peser, bien sûr, ça pèse toujours dans la balance. Mais se dire, le poste doit être basé à Paris parce que, ou à Bordeaux, ou je ne sais pas, il ne faut pas vous cantonner à ça. Il faut essayer de s'ouvrir. Si c'est plus compliqué pour vous en tant que DRH de faire tout ce qui est procédure de visa, etc., il y a d'autres choix, il y a d'autres possibilités. Mais si aujourd'hui vous restez cantonné là-dessus, vous n'allez jamais y arriver. En France, on parlait tout à l'heure de certains métiers, les métiers de la cybersécurité par exemple. Si vous cherchez uniquement en France, certains métiers précis, bonne chance. Tu partages ton avis, Pierre ? Oui. Je ne vais rien ajouter là-dessus. Merci, monsieur. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Quelle est la fausse bonne idée du moment en tech ? Du coup, je démarre puisque je n'ai pas répondu à la suivante, mais je dirais que la fausse bonne idée du moment, c'est de se dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme sur nos postes de travail. Parce que comme toutes les évolutions technologiques qu'on a connues, et peut-être la plus marquante était il y a une vingtaine d'années, l'explosion d'Internet dans nos vies, ça va, oui, inévitablement venir bousculer notre quotidien, mais encore une fois, je pense que c'est un changement qu'il faut embrasser, contrôler en tant qu'humain, mais avec lequel on doit tous apprendre à travailler avec. Je ne crois pas que ce soit en repoussant ce changement ou en le rejetant et en racontant que ça va venir remplacer l'homme, on va réussir à créer les évolutions nécessaires. En tout cas, moi je le vois d'un très bon œil. Je pense que ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et si j'arrive à diviser mon temps de travail un petit peu et à réduire mes journées grâce à ça pour passer plus de temps avec mes filles, je le vois vraiment d'un bon œil. Voilà. Pour toi, Romain, la fausse bonne idée ? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Tous les trimestres, on organise un meet-up en interne chez Shift, dans nos locaux, sur des sujets tech. Le dernier qu'on a fait, c'était il y a 10 jours, en collaboration avec Microsoft. Et c'était sur tout ce qui était Generative AI, GPT, tout ce qui est LLM, donc les Large Language Modeling. Je rejoins Pierre quand il dit qu'il faut embrasser cette technologie tout en gardant à l'esprit que ça ne va jamais remplacer les personnes. Ça va aider. Les développeurs nous disaient, chez nous, parfois, je l'utilise, mais ça me permet juste d'avoir une base sur laquelle après je retravaille et je modèle. Voilà, ça va aider. Et pour étendre cette réflexion, je pense que la fausse bonne idée, c'est de se dire ok, j'ai 20 ans d'expérience, je me sens plus à la page et du coup, je suis obsolète. Non, c'est pas vrai. Ces nouvelles technologies sont importantes, mais elles doivent toujours s'inscrire généralement dans un legacy system, quelque chose que vous avez déjà chez vous. Et donc, on a besoin de personnes d'expérience qui vont travailler conjointement avec ceux qui ont peut-être un peu plus d'expertise sur ces technologies-là et qui vont faire que tout fonctionne ensemble. Voilà. Donc, la fausse bonne idée, c'est de vous dire que vous êtes remplaçable ou obsolète et que vous avez plus d'avenir dans ce métier-là. C'est pas vrai. En tout cas, chez Shift, on en recherche. Donc, n'hésitez pas. Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'était notre premier épisode donc, de Chasseurs de Tech, le podcast de Hays, dédié aux tendances actuelles du marché de la tech. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech. Retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur hays.fr, hays.lu et sur notre page LinkedIn.